bonjour à tous. Alors, pour être... c'est bon. Ouais, c'est pas nécessaire parce qu'on... donc, pour continuer ce sujet sur l'éco-conception, l'éco-construction, la performance énergétique, une fois que nos bâtiments ont été bien conçus, bien réalisés, il y a un élément non négligeable et qui pèse au niveau de l'utilisation de notre énergie, c'est leur exploitation. Et c'est sur ce sujet que je vais essayer de vous donner un maximum d'informations et aussi replacer la volonté de la filière dans ce nouvel enjeu qui est sa transition énergétique. Aujourd'hui, on est sur des questions qu'on se pose, vous l'avez rappelé, Adrien, en introduction, mais ce ne sont pas des sujets qu'on a traités qu'à partir du 1er janvier 2023. On s'y est penché déjà depuis assez longtemps. L'origine, on va dire, très structurée de réflexion au niveau de la filière, elle était intégrée fin des années 90, début des années 2000, dans toute la stratégie environnementale qui a été développée entre, on va dire, début 2000 jusqu'à 2003 avec l'évaluation environnementale, la réalisation du premier bilan carbone de la filière, qui donne naissance assez naturellement, on va dire vers 2004, 2005, 2006, à 3 grands plans. Le plan eau, le plan biodiversité et le plan carbone, qui décrivent chacun les orientations et les objectifs de la filière sur ces grands enjeux. Sur la partie plan carbone, on a, avec la souris, donc sur la partie plan carbone, auquel on rattache le volet énergétique, le bilan carbone réalisé, là actualisé, nous décrit en fait une part process sur la partie vigne, vin et donc utilisatrice d'énergie qui, d'un point de vue bilan carbone, représente une quinzaine de %. Allez, on va dire, si on rajoute les immobilisations, c'est-à-dire l'association des bâtiments à ce raisonnement carbone, on va être sur un petit 25 %. Ce n'est pas majoritaire. Néanmoins, ce quart-là est le quart sur lequel nous pouvons avoir une action directe, immédiate, au travers notamment de la gestion de notre énergie. L'empreinte carbone des usages de l'énergie à l'intérieur de ce petit quart carbone, on l'a détaillé, on l'a structuré en fonction des deux grandes orientations de la destination de nos bâtiments, à savoir la partie viticole et la partie vinicole, la partie œnologique. On s'aperçoit que pour la partie viticole, l'empreinte carbone à l'utilisation est relativement faible, puisque ce sont des bâtiments qui sont, entre guillemets, simplement chauffés et éclairés, avec une empreinte très faible, qui est en revanche carbonée, puisqu'elle est gasoil, fuel ou gaz, sur la partie chauffage. À côté de cela, on a une empreinte carbone sur bâtiments process au niveau vinicole qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus lourde, notamment au niveau du chauffage des bâtiments qui sont d'origine bâtiments fossiles, fuel et gaz, et quand même un point qui est principalement lié à l'exploitation process pure et dure, c'est la première ligne, qui est la régulation des bâtiments, donc la thermorégulation, régulation des pièces, toute la partie process, chaîne multiple, de la réception raisin jusqu'à la sortie bouteille, les éclairages, le chauffage, la clim. Toutes ces utilités sont consommatrices d'électricité, qui au niveau carbone pèsent relativement, alors, sont pondérées, parce qu'on a 71-72% d'électricité d'origine nucléaire, mais qui représente en termes de consommation électrique à l'année entre 150 et 180 gigawattheures par an, ce qui est énorme. Oui. Quand on date les chiffres, est-ce que l'intégration des nouvelles anciennes méthodes, on peut dire, par du sol et compagnie, sont prises en compte dedans? Il y a quand même un impact minimum possible. Okay. Merci pour la transition, Benjamin. Elle est parfaite. Oui, alors oui, une question a été posée à savoir si
sur le précédent graphe, on intégrait, notamment au niveau de la partie viticole, les modifications, notamment pratiques culturales, qui faisaient référence. Pour les détracteurs, on entend toujours voilà, c'est ça. Ce bilan carbone du fait des passages supplémentaires en du sol. Donc est-ce qu'on a cette modification intégrée dans ce graphique-là? Ce graphique-là, c'est une exploitation des bâtiments. Ça n'est pas une exploitation du volet culturel et pratique culturelle. Néanmoins, ta remarque est forcément pertinente puisqu'elle fait partie des enjeux qu'on va avoir à relever à court, moyen et long terme, qui sont pour nous orientés sur 3 axes. Un axe environnemental, un axe climatique et un axe social, où on va avoir forcément un impact utilisation de l'énergie qui est lié. Sur la partie environnementale, alors pour nous principalement, le volet énergétique et l'utilisation de l'énergie, le basculement le plus important, c'est côté vigne, avec la mutation de la traction origine thermique vers une traction hybride, électrique, enfin autre composant, qui va forcément amener une autre consommation d'énergie. Pas une moindre consommation d'énergie, mais une autre consommation d'énergie. Ça, c'est le premier grand bloc d'enjeu. Le deuxième, c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas, qui est l'évolution climatique et les impacts. On a pris 2 exemples majoritairement. La lutte contre les gelées avec le déploiement de systèmes qui sont des systèmes qui s'éloignent, qui se retirent de tout ce qui est lié à fuel, gaz and co. On va même partir sur potentiellement des solutions électriques, en tout cas, des solutions sont testées, donc consommation supplémentaire. Et puis au niveau de nos régulations, là, purement process, on travaille de plus en plus avec des années chaudes. Au niveau des vendanges, au niveau des vinifications, on a des besoins en froid qui sont de plus en plus importants, et ces besoins en froid ne peuvent être compensés qu'avec une utilisation et une consommation électrique associée. Donc là aussi, c'est un enjeu qui va réellement peser. Et puis le troisième point, c'est la partie sociale. Les attentes qui sont liées aux mêmes enjeux, c'est-à-dire l'accès à l'énergie à des coûts raisonnables. Et ça, on l'a touché du doigt depuis début 2022, où tout le monde a été confronté à ça, plus que sensibilisé, confronté. Limiter la dépendance. On sent bien que sur le système de production et d'alimentation d'électricité, on peut avoir des petits points de faiblesse. Donc, si on arrive à se retirer d'une certaine dépendance, ça n'en sera que mieux. On a toujours à l'objectif cette neutralité carbone à terme. Et puis, on a aussi un respect de la réglementation. Elle n'est jamais très loin, celle-là, mais qui est quand même présente parce que, alors, j'ai fait une slide dessus pour pas, mais ça résume quand même assez bien les choses. On a fait, on a différentes échéances entre 2030 et 2050 qui vont nous obliger, nous contraindre, nous emmener à réaliser des choses. Inévitablement, on a des objectifs de réduction de consommation par rapport à des années de référence. On a pour 2035-2040 un objectif de réduction de l'impact du nucléaire dans la production d'électricité française qui est acté. Et ça, il va falloir compenser. Et on a aussi des éléments de loi, la plus récente, et en tout cas la plus près de nous, étant en préparation la loi de programmation quinquennale sur la partie énergie et climat. Deuxième semestre 2023, on pourra prendre connaissance du plan sur les 5 ans à venir sur ces sujets-là. Ça aura forcément des implications au niveau du fonctionnement de nos entreprises. Donc, la déclinaison pour nous, au niveau de la filière, elle est sur ces 4 axes qui sont empreints de bon sens à la base. On reste quand même sur un bon sens terrien. Le premier axe, c'est la sobriété. Aller chercher une réduction de dépenses énergétiques sur toutes nos installations avec des mises en œuvre qui sont faciles, immédiates et généralement à coût zéro. Le deuxième axe, c'est l'efficacité. Aller optimiser nos processus de production en vigne et en cave. Le sujet de la modification de mobilité en fait partie, etc. Je vous en donnerai quelques exemples. Le troisième axe,
c'est la production d'énergie renouvelable. On a commencé à en parler tout à l'heure, Xavier en a parlé sur la précédente intervention, qui est un axe complémentaire des deux autres. Pour nous, il est indissociable. Produire des énergies renouvelables sans avoir cherché à réduire notre impact énergétique avant, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est surtout quelque chose à aller chercher dans une réflexion qui, pour nous, est une réflexion, certes, d'exploitation, bien évidemment, mais on doit pouvoir aller plus loin. C'est une réflexion de territoire, voire une réflexion complète de filière. C'est-à-dire que la filière peut avoir une réflexion globale sur la production d'énergie renouvelable. Et puis le troisième axe, c'est la mutualisation, c'est mettre en œuvre ces solutions. Si on a la possibilité de favoriser les échanges de ressources, de services, ou de monter des opérations qui ont un déploiement collectif, on n'en sera que plus fort. Alors, pour détailler les actions, pour chaque poste, chaque élément, je vous ai repris quelques exemples de mise en œuvre. Pour la sobriété, sur des actions à coût zéro, au niveau du management de l'énergie, Xavier, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Et puis, on aura une intervention par la suite aussi sur ce sujet. L'optimisation des contrats d'approvisionnement, c'est le nerf de la guerre, inévitablement. Déjà, voir si les contrats sont en parfaite adéquation avec ce dont on a comme utilité de l'électricité, du gaz, du fuel qu'on consomme, c'est la première des choses. Et ça nous permet potentiellement de dégager aussi quelques éléments financiers qui permettront de financer derrière des actions concrètes ou des plans d'action. Les suivis d'indicateurs de performance sur les différentes sources d'énergie, ça aussi, c'est une indication qui nous permet d'adapter, de pouvoir valoriser une gestion intelligente de l'utilisation des énergies. La sensibilisation des salariés, je vais le reprendre sur plusieurs sujets, parce que ça, c'est important. La première des économies, c'est une économie qu'on va aller chercher sur de la façon de faire, du réflexe, de la modification de pratique. Ça, c'est un coût zéro et c'est un gain, là, estimé, donc ce sont les chiffres de l'ADEME qu'on a repris, on est entre 3 et 5% simplement sur des effets de sensibilisation. Pour les chauffages, refroidissement, ça vous l'avez entendu parler, hein, la fameuse consigne à moins 1 degré de réduction de consigne, c'est 8% d'économie. Ce n'est pas que dans les maisons ou dans les hôtels. Sur les plateaux bureaux tertiaires qu'on peut avoir chez nous, voire sur certains ateliers, ça peut être mis en œuvre. C'est 7 à 8% gagnés facilement. Après, si on rentre un peu plus dans le technique, le free cooling, c'est-à-dire utiliser la différence de température entre les extérieurs et intérieurs en mi-saison pour refroidir des pièces, c'est quelque chose qui est assez bête à mettre en œuvre et c'est quand même efficace avec un gain. L'arrêt des chaudières en période estivale. Alors ça, cet exemple-là, ça fait toujours sourire, mais c'est une réalité. À aujourd'hui, on a des structures qui ont des chaudières gaz, fuel, qui tournent 365 jours par an, pas forcément pour des productions de chaud au niveau chauffage, réseau de chauffage, mais peut-être probablement simplement pour une petite alimentation d'eau chaude sanitaire très ponctuelle. La chaudière reste en veille. Et alors ça, c'est une consommation qui est dingue. Pareil pour les réductions de température de consigne sur les ballons d'eau chaude. Au niveau de l'air comprimé, ça reste un des postes assez énormes de consommation électrique sur nos installations. Et le premier poste de consommation sur ce poste-là, c'est les fuites. On fait tourner des compresseurs d'air à aujourd'hui pour combler les fuites qu'on peut avoir sur les réseaux. Si on va identifier ces fuites, les réparer, c'est en fonction des tailles, des grosseurs de fuites, ça va de 5 à 20% de gains immédiats sur ce poste-là. Donc c'est assez énorme. La réduction de pression utile par rapport aux besoins est également une source de gain. Au niveau des éclairages, les campagnes de sensibilisation, je le disais tout à l'heure, hein, à l'extinction des lumières, c'est quelque chose de bête. On le rabâche, ça paraît être une évidence et utilisé par tout le monde, ça ne l'est pas forcément. Et ça, c'est un gain réel. Sur les groupes de froid, là, on rentre un peu plus dans le volet process pure thermorégulation. Donc, s'interroger sur les utilités de thermorégulation en période hivernale, notamment sur des cuvées de bain de réserve, par exemple, où on a une masse, une inertie qui est assez importante.
les entretiens de groupe de froid, mine de rien, un matériel qui est bien entretenu, il maintient sa performance. Un matériel qui ne l'est pas chute année après année au niveau de sa performance. L'inertie des bâtiments, mais ça, Xavier en a parlé aussi tout à l'heure, est aussi intéressant comme piste à étudier. Sur le volet efficacité, là, on est plus sur la mise en œuvre technique ou technologique pour nous accompagner à être plus performants. Là, je reprends les mêmes postes pour voir la gradation. Le management de l'énergie, tout ce qui va être sous comptage électrique, chauffage, va nous permettre aussi d'identifier de façon plus fine quelles sont les opérations les plus consommatrices. Ça ne sert à rien d'essayer. Alors, toutes les actions sont bonnes. Attention, je vais pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça ne sert à rien d'essayer d'aller éteindre les lumières dans les bureaux si on a des groupes de froid qui tournent non-stop sans réelle demande, parce que le poids d'un groupe de froid par rapport à un plafond LED, c'est sans commune mesure. Donc, il y a aussi de la proportionnalité à aller chercher. Pour les entreprises moyennes à grandes entreprises, avoir une personne ressource, on appelle référent énergie, ou dans l'entreprise qui s'occupe de ces questions-là, c'est aussi important parce que ça permet d'avoir un pilote dans l'avion sur le sujet et d'être le plus fin possible dans cette conduite. Sur le chauffage, refroidissement, une chose là aussi qui peut paraître évidente, mais qui n'est pas au rendez-vous à chaque fois, le calorifugage des conduites chaud-froid, c'est 10% de gain simplement à l'isolation pour éviter les déperditions. Les GTC ou GTB, ça aussi, c'est quand même un élément de pilotage qui est très fin et qui nous permet des gains aussi immédiats. Les récupérations de chaleur sur les groupes de froid, tout ce qui est compresseur, on l'aura aussi sur les groupes d'air comprimé, pour réutiliser cette chaleur qui part dans l'atmosphère afin de préchauffer de l'eau chaude sanitaire ou des choses comme ça sur des petites boucles. C'est complètement réalisable. Et là aussi, on a un gain qui est assez intéressant et important. Donc, l'air comprimé, je viens de le dire. L'éclairage. Alors, le basculement technologique, il est évident, il est même maintenant, je dirais, inévitable, hein, puisqu'on a les solutions fluocompactes, fluorescentes qui vont être interdites à la distribution. Les dernières dates, c'est fin 2023. Néanmoins, ce basculement techno nous permet d'aller jusqu'à entre 5, 10, voire 15% sur la facture électrique d'un centre et d'aller en plus le performer sur l'outil lui-même, qui est la technologie, l'éclairage LED, mais aussi son fonctionnement. Si on associe des LED à des détecteurs de présence ou des détecteurs crépusculaires, alors là, c'est du théorique, mais on a des sites qui sont allés jusqu'à plus de 60% d'économie sur le volet éclairage avec une association LED détection. Puisque des cuveries ou des stockages qui étaient allumés 8 heures par jour parce qu'on y allait une fois, on ressortait et on n'y retournait que le soir, là, une fois que la personne n'est plus dans la cuverie ou dans le stockage, c'est éteint. On n'a pas de consommation d'électrique. Les groupes de froid, là aussi, des solutions performantes ou en tout cas qui le permettent, les protections solaires, les déstratificateurs pour avoir un peu plus d'efficacité, et puis les remplacements par des solutions aussi plus performantes. Des groupes de froid qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, on ne peut pas leur demander d'avoir l'efficacité des technologies d'aujourd'hui. Ce n'est pas entendable. Un exemple sur les LED, ça c'est un projet qu'on a mené justement en partenariat avec la région au travers de Climaction. On a accompagné 31 structures sur le relamping LED en l'espace de 6 mois. On a constaté, en fonction des typologies d'implantation, des typologies de structure, on avait un gain de 5 à 17% sur la facture globale électrique du site, simplement sur le relamping. Et ça, je regarde Charles Lubin qui interviendra tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on a monté ensemble. C'est du vu, hein. Ça, c'est pas simplement c'est pas de l'imaginer. Le troisième point, la production d'énergie renouvelable. Alors, j'ai délibérément axé un petit peu sur le photovoltaïque
parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit se développer, enfin, ces dernières années, c'est l'axe qu'on a vu se développer au niveau du vignoble. On a vu un développement beaucoup au niveau des exploitations. Donc, ce développement-là, individuellement, il a été amorcé avec quelques sites entre guillemets pilotes qui ont vu le jour au vignoble. Mais si on a une réflexion à l'échelle de l'appellation, et notamment sur du photovoltaïque sur toiture, hein, on ne parle pas d'agrivoltaïsme, de photovoltaïque au sol, etc. On parle vraiment de toiture. Par rapport au potentiel bâtimentaire qu'on a en Champagne, si on en utilise 10% moyen, on pourrait venir, entre guillemets, compenser quasiment 20% de l'empreinte énergétique consommée au niveau du process de vinification. Je précise bien process de vinification, en utilisant 10% des toitures. Donc on a une potentialité d'implantation au niveau de la Champagne pour avoir une réduction à cette dépendance énergétique par le biais du photovoltaïsme, mais peut-être qu'on a aussi la possibilité de mettre d'autres systèmes en place, qui est non négligeable. Mais pour cela, à notre avis, il faut avoir quelque chose de coordonné et d'harmonisé dans les projets. Et notamment avoir cette idée de mutualisation et de coordination au niveau des territoires. On peut tout à fait, vous allez le voir, parce que je vais pas. C'est quelque chose qu'on a déjà développé il y a quelques années, et c'est Marie-Noëlle Viau qui avait soutenu ce projet avec l'aide de la région, au travers des Psyvins, donc qui était sur l'agglo d'Épernay. On avait fait un groupement d'achat d'énergie verte qui a très bien marché, qui probablement pourra avoir des petits frères dans les mois qui viennent, parce que c'est quelque chose qui est très important. On a parlé tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure de la problématique d'achat, c'est non négligeable, mais on peut aussi avoir cette même réflexion sur les solutions nouvelles qu'on va devoir avoir à mettre en place sur la robotique, sur les points de recharge, sur la mobilité durable, la répartition de ces points, de ces zones de charge au travers du vignoble, que ce soit sur le volet exploitation, le volet social avec l'accès pour les salariés, ou même le côté œnotouristique, le soutien au déploiement œnotouristique avec la mobilité durable. On est complètement dans le scope. Les projets, aujourd'hui, on a 2 projets pilotes sur cette idée de déployer collectivement. Ce sont des zones test, des idées test, une autoconsommation, une implantation de photovoltaïque avec une autoconsommation collective sur une zone d'activité purement vitivinicole, avec 10 structures, une zone d'activité complète et une coordination avec les acteurs que vous voyez affichés pour voir quel scénario serait le plus intéressant à mettre en œuvre pour avoir une réduction à la dépendance réseau qui soit la plus intéressante et la plus efficiente. Ça, c'est un projet qu'on a aujourd'hui en lancement. Et le deuxième projet, c'est une animation là sur la partie viticole avec un déploiement sur un coteau d'une tumade robot avec à la fois la logique, le déploiement sur l'entretien des sols et tout le volet exploitation avec les recharges, le déploiement alimentation de ressources et pourquoi pas avoir des recharges alimentées par la partie photovoltaïque. Et typiquement, ce sont des zones test, des zones pilotes pour voir comment un déploiement collectif de ces réflexions peut être engagé au niveau de la filière. Alors, pour accompagner nos ressortissants sur ces axes-là, on a eu la chance de monter un programme qui s'appelle le programme Copernic, avec le soutien donc de la région et de l'ADEME au travers de Climaction, qui est un programme d'accompagnement à l'amélioration des performances des bâtiments vitivinicoles de la filière au travers de pré-diagnostics énergétiques qui sont basés sur des visites de sites,
un audit du site. Alors, je dis audit entre guillemets parce que là, on n'est pas sur le côté normatif, hein, c'est un accompagnement c'est un pied à l'étrier qu'on propose avec ensuite une restitution de résultats, de propositions de plans d'action et puis un accompagnement en orientation vers des bureaux d'études plus spécialisés si plan d'action il y a en déroulé. La finalité, elle est simple, hein, c'est un gain énergétique, aller chercher des gains énergétiques en kilowatts heure, c'est clair, ça c'est la première des choses, et comptabiliser et quantifier cet élément. Des gains économiques associés, puisque les kilowattheures aujourd'hui en France, c'est inévitablement des euros mobilisés. Donc ça aussi, ça nous permet d'aller chercher de l'économie, du gain qui pourrait lui-même alimenter les plans d'action et la mise en œuvre. Et puis, bien évidemment, on garde en tête nos gains environnementaux sur le volet carbone, puisque c'est un objectif fort de la filière. En conclusion, en résumé et conclusion, au niveau de l'exploitation, process, utilisation de l'énergie, la performance énergétique, c'est quoi? C'est évaluer ses consommations à toutes les étapes du process, avoir pleine connaissance de ça. 2, c'est identifier les postes les plus consommateurs pour pouvoir, 3, les optimiser à la fois au niveau des contrats d'énergie, mais aussi sur les pratiques. 4, c'est sensibiliser, là c'est tout l'accompagnement à l'exploitation, c'est sensibiliser aux bonnes pratiques et au bon sens de la mise en œuvre et de l'utilisation de cette énergie. Et 5, c'est mettre en œuvre les solutions les plus performantes technologiquement disponibles aujourd'hui, mais pourquoi pas aller chercher et provoquer des solutions qui seront les meilleures solutions pour nous demain à mettre en œuvre aussi bien individuellement que collectivement. Voilà, je vous remercie de votre attention.